Ce regard, celui de Pierre-Paul Rubens, a croisé celui des rois, des reines et des princes de son temps, ces puissants d'Europe, de cette Europe d'alors faite de bruit et de tumulte, d'alliances et de ruptures, de guerre et d'espaces de paix. Les pinceaux et les couleurs du maître flamand, né en 1577, ont magnifié ces hommes et ces femmes chargés des attributs de leur pouvoir. Ils posaient alors pour leurs intimes, leur peuple, mais aussi pour la postérité de leur puissance. Nul doute que les origines du maître d'Anvers ne furent pas étrangères à cette capacité à approcher les puissants et à poser son chevalet devant les rois de cette première partie du XVIIe siècle. Rubens est un peintre hors du commun pour son époque. Effectivement, c'est un peintre qui n'était d'une certaine manière pas prédestiné à cette vie-là, puisqu'il est issu d'une famille de juristes, ce qui lui a permis aussi d'avoir une éducation supérieure à celle des peintres de l'époque. Et surtout, c'est quelqu'un qui a eu l'opportunité de côtoyer très vite des aristocrates, des personnes de haut rang, ce qui lui a permis aussi d'acquérir une connaissance du bien se comporter en société, dans la haute société de l'époque, dans l'aristocratie, et ce qui est aussi au fondement de la grande carrière qu'il a fait au contact des cours européennes de son temps. Les portraits princiers du maître d'Anvers, souvent réalisés à l'aide de nombreux assistants de son atelier, ne représentent pourtant qu'une infime partie d'une prodigieuse production. Une quarantaine sur plus de 1400 œuvres répertoriées. Pourtant, c'est bien cette faculté d'être introduit dans les cours des grandes Europes qui a fécondé cette série rare d'images et d'effigies princières. C'est elle également qui fera du peintre un messager très politique. Le rôle de Rubens, sa fonction de peintre, lui permettait d'avoir un accès privilégié au souverain justement pour saisir dans des séances de pause ses traits. Et ce moment privilégié lui permettait aussi d'avoir l'oreille du prince pour un moment, et ce qui lui permettait de faire passer des messages. Au hasard des rencontres, dans le secret et l'intimité des ateliers, le peintre sait parler aux grandes Europes, des messages portés au-delà des frontières et qui adouciront souvent les relations parfois tendues entre les puissances du vieux continent. Ainsi, Rubens se fera diplomate pour les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Espagne de Philippe IV. Rubens est certainement le plus européen de tous les peintres de son temps, qui a œuvré pour la paix, pas toujours avec les succès qu'il aurait souhaité, certainement, mais en tout cas c'est un homme qui compte dans le paysage politique de l'époque. Ces cours princières et les pays d'Europe, Rubens les découvre au fil de sa vie. Il y a d'abord l'Italie, passage obligé de l'apprentissage des artistes. Il y a Venise, il y a Rome, un séjour de 8 années au cours duquel il découvre les grands maîtres de son art. Parmi eux, le peintre Titien qui laissera dans l'esprit du jeune Rubens une marque profonde. Très vite, il devient l'un des peintres de la cour des Gonzague à Mantoue, dont il fera vivre, à la manière vénitienne, les figures les plus marquantes. Ainsi Ferdinand de Gonzague ou la petite princesse Éléonore. Son retour à Anvers en 1609 lui fait franchir une nouvelle étape de son destin d'artiste. Peintre officiel de la cour des Flandres, il approche alors une dynastie, celle des Habsbourg, qui règne alors sur l'Europe. Il est nommé peintre de l'archiduc Albert, renforçant plus encore sa renommée d'artiste. Et puis il y a Paris, 20 années plus tard, et cette rencontre déterminante pour la conduite de son œuvre, celle de Marie de Médicis. Rubens, le peintre Rubens, considéré à juste titre comme le génie majeur
dans le domaine pictural de la première moitié du XVIIe siècle, puisqu'il meurt en 1640, et le peintre qui permet à chaque souverain européen de cette époque de se faire représenter et consacrer par l'image dans son statut de souverain. C'est à Richelieu en 1621 que l'on doit la première rencontre de Rubens avec l'épouse d'Henri IV. Une rencontre capitale grâce à laquelle le peintre pourra donner toute la mesure de son génie. Car Marie de Médicis, aux côtés de son fils Louis XIII, a besoin d'affermir son image et son autorité sur le trône de France. Rubens saura répondre à ces attentes. Cette fonction de légitimation, elle est particulièrement accentuée dans le cas de Marie de Médicis parce que cette reine souffre de multiples déficits de légitimité. Sa dynastie est récente, d'origine marchande, banquière, ce qui est la source évidemment de colibé et de mépris dans l'aristocratie française. Songeons que la banque Médicis ne ferme qu'en 1609, alors que Marie de Médicis est reine depuis 9 ans déjà en France. D'où le colibé dont on l'affuble, la grosse banquière. Bon. Dans le cas de Marie de Médicis, donc, la fonction légitimante est manifeste. En 1625, conformément au contrat royal, Rubens a achevé la commande de la reine-mère. Dans l'aile ouest de son palais du Luxembourg à Paris, Marie de Médicis pourra à loisir apprécier l'apologie vertigineuse de sa vie, où histoire et mythologie se confondent. L'extraordinaire série peinte par Rubens pour la reine Marie de Médicis, qui relate son histoire sous le titre « La vie héroïque de la reine Marie de Médicis », c'est tout simplement un splendide exemple de réécriture picturale de l'histoire. Et la série ne s'en cache pas, puisqu'elle s'appelle « La vie héroïque ». Donc il s'agit de transformer une vie de souveraine presque ordinaire en une épopée héroïque. Il n'empêche, ces toiles mythiques aujourd'hui conservées au Louvre seront bientôt reproduites par les meilleurs graveurs, diffusant ainsi l'image d'une reine désormais inscrite dans l'histoire de France. Une histoire de France dans laquelle s'inscrit aussi l'image de Louis XIII, le fils de Marie de Médicis, sur lequel Rubens s'est attardé avec parfois une certaine affection. Ainsi, ce portrait du jeune roi, expression même d'une autre facette du peintre, celle d'un artiste libre et profondément humain, ce jour-là, le roi de France posait devant le prince des peintres. Là, nous avons un portrait du jeune Louis XIII qui date probablement de 1621-1622. Un jeune Louis XIII qui vient tout juste de surmonter le conflit politique et probablement affectif avec sa mère. Donc là, on voit un jeune monarque plein de détermination, mais encore sur la réserve. On ne peut pas dire qu'il émane de ce visage un extraordinaire charisme. Et c'est la grande force des portraits de Rubens, c'est qu'il saisit tout de suite l'âme du personnage. On voit que ce malheureux Louis XIII n'était en rien charismatique. Alors à côté du portrait de Louis XIII intimiste, une sorte d'étude finalement
pour probablement la réalisation d'autres portraits. Nous avons le portrait officiel de Louis XIII en roi de guerre, revêtu de son armure, de l'écharpe blanche qui est l'écharpe royale, le signe de ralliement au parti du roi depuis son père Henri IV. Et nous avons là toute la différence entre un portrait réalisé de la main même de Rubens, le petit autoportrait dont nous venons de parler, et ce portrait officiel qui est le fruit de la collaboration entre Rubens, qui réalise les têtes, et son atelier qui achève le reste. Donc, dans ce portrait officiel, la vérité psychologique est seconde, alors qu'elle était première dans le petit portrait intimiste dont nous avons parlé à l'instant. Dans le portrait de 1622, le portrait en pied, un portrait d'apparat, on doit montrer une image souriante, rayonnante et triomphante de la monarchie plus que de Louis XIII lui-même. Ces toiles, Marie de Médicis les a sans doute observées avec la fierté d'une reine et la tendresse d'une mère, énigmatique puissance des images sur laquelle la reine de France aura eu le loisir de méditer, car ces portraits officiels, qu'ils soient signés Rubens ou d'autres peintres de son temps, trahissent aussi le temps qui passe et la puissance qui s'estompe. Peu d'années finalement séparent ce portrait sacralisé, réalisé la veille de son couronnement, à cette vue d'une reine déchue, écartée du pouvoir par son fils et condamnée à l'exil. L'ensemble des portraits de Marie de Médicis jalonne effectivement les étapes de son règne, les grands tournants de son règne et illustre de façon frappante les vicissitudes de cette reine, hein, c'est-à-dire les aléas de fortune, pour reprendre les expressions du temps. Les chemins de Rubens sont souvent croisés, ceux de la reine de France, comme cet hiver 1622 au cours duquel le génie du peintre a donné toute sa mesure. Dans ce portrait inachevé, bien loin des images officielles appréciées des cours royales, c'est toute l'humanité d'une reine que nous offre en définitive le prince des peintres.